Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans ce live Startup, l'émission sur le web des entrepreneurs, tous les mercredis à 12h30 sur Décideur TV et Madines. Pendant 30 minutes, on attend toutes vos questions et vos remarques sur le chat à côté de cette vidéo. Et à la fin de cette émission, nous recevrons la startup Goodbye Paper qui, comme son nom l'indique, est une maison d'édition 100% numérique. On va voir cela. Mais avant cela, c'est le talk de Startup. Et aujourd'hui, on va parler du Lean Startup, cette méthode agile pour créer sa boîte, popularisée par l'entrepreneur Eric Ries. Une émission dédiée aux entrepreneurs qui parle de Lean Startup, c'est pas très courant, hein, donc profitez-en, régalez-vous. Régalez-vous avec Marine Vorgan-Le-Barzic. Marie Vorgan-Le-Barzic. Voilà, excusez-moi pour la petite faute. Donc vous êtes la déléguée générale de Silicon Sentier. Peut-être dire un petit mot sur ce qu'est Silicon Sentier ? Alors, Silicon Sentier, c'est une association qui existe depuis 13 ans à Paris, qui a la particularité d'avoir été créée exclusivement par des entrepreneurs au départ, et puis aujourd'hui qui a grossi, diversifiant à la fois ses activités et ses sources de revenus. Et on a à notre actif, et peut-être un peu plus connu, d'avoir créé en 2008 la cantine, qui était le premier espace de coworking avec plein d'événements aussi dédiés start-up. Et puis le camping, premier accélérateur de start-up en France, qui a été créé en 2011 et qui était au Palais Brognard. Et là, on est sur un temps d'accélération nous-mêmes un peu fort, puisqu'on a repris tout ça, ces deux outils-là, et on les a remis dans un seul et même espace qui s'appelle Numa, qui a été ouvert. Justement, qui a été ouvert il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un nouvel espace dédié aux startups en plein centre Exactement, de Paris, où on retrouve à la fois, on va dire, les fonctions de la cantine, du camping et puis plein d'autres choses. Et il y avait quand même plus de 8000 inscrits à notre inauguration, donc ça donne à voir que l'écosystème se densifie. C'est bouillant. À vos côtés, Sébastien Saccard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un peu monsieur Lean Startup, puisqu'après avoir cofondé deux sociétés, vous accompagnez aujourd'hui les entrepreneurs dans leur création et notamment au camping, et notamment sur cette thématique du Lean Startup. Alors, donc il y a un internaute qui me dit qu'il est impatient d'en savoir plus, donc on va justement en expliquer en deux mots. Qu'est-ce que c'est que le Lean Startup tout d'abord, si on veut résumer en quelques phrases? En une phrase assez simple, le Lean Startup, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui consiste à accélérer la façon dont les startups sont créées aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une méthode différente, mais il s'agit simplement de se donner l'opportunité de tester plus vite et de plus en plus vite des hypothèses afin de trouver la bonne idée dans des contraintes de temps et de budget qui sont malheureusement très courtes quand on crée une startup. C'est ça. Alors, la devise de l'émission, et qui pourrait être également celle du Lean Startup, c'est échouer tôt si vous souhaitez réussir vite. Ça veut dire que c'est quoi? C'est faire plein de petits tests, plein de petites expériences au début et faire des petites erreurs pour changer de cap? Oui, l'idée effectivement, c'est de se mettre dans des conditions de pouvoir, on va dire, dérisquer dans un premier temps son modèle économique et un peu plus tard son produit, de façon à trouver plus rapidement le bon produit qui va correspondre à la nouvelle typologie de clients qu'on se propose d'adresser. Il ne faut pas oublier qu'une start-up, c'est de l'innovation et donc par définition, les clients n'existent pas, le produit n'existe pas encore. Et c'est ça qu'il va falloir trouver. Alors justement, dans cette émission, on va rentrer dans le détail. Comment est-ce qu'on pratique concrètement pour nos amis entrepreneurs qui nous regardent cette méthodologie? Vous, au camping, Marie, c'est quelque chose que vous appliquez pratiquement, enfin, c'est quelque chose que vous avez ancré pour vos startups? Même plus qu'au camping. Au camping, effectivement, très fortement, mais c'est même on va dire une méthode qu'on s'applique à nous-mêmes, puisque nos enjeux, c'est de créer les bonnes conditions pour un environnement dédié qui est lui-même toujours en mutation. Et donc, quand on a créé, que ce soit pour les plus connus, la cantine ou le camping, on s'est à nous-mêmes appliqué ce modèle en faisant toujours des protos, des bêtas, des tests, de voir comment ça réagissait, comment ça bougeait, et est-ce que ce qu'on était en train d'inventer répondait effectivement à un besoin, à une attente. Alors, donc, et au camping spécifiquement, c'est totalement, on va dire, c'est dans l'ADN même, puisque l'enjeu qu'on a perçu en 2010 quand on a eu l'idée de créer cet accélérateur de start-up, c'est qu'il y a un phénomène, un enjeu très fort pour une start-up, c'est effectivement d'accélérer son développement. Et donc, quand tu identifies ce besoin-là, tu dis ok, qu'est-ce qui existe, comment ça va marcher, comment on peut y arriver, comment on aide ces gens-là, et très vite on est tombé sur ces méthodes. D'où le principe de l'accélérateur, c'est en fait accélérer
la phase de recherche d'idées, en fait, c'est ça, hein, de trouver son business model, en fait. Quand les startups arrivent au camping, en l'occurrence, elles n'ont pas encore trouvé leur business model absolument, et vous, votre idée, c'est de les aider à trouver, pas forcément des clients, mais au moins un business model en sortant, c'est ça? Nous, le moment où elles sont sélectionnées, c'est on va dire un peu plus de 250 startups qui postulent, il y en a 12 qui sont prises, elles vont être là pendant 6 mois, et donc on va déterminer dans les 2 éléments clés, qui sont ces entrepreneurs qu'on a en face de nous, en tout cas ces porteurs de projets qu'on va aider à devenir des entrepreneurs, et est-ce qu'ils vont être, on va dire, capables de garder à la fois leur colonne vertébrale et un peu leur puissance et leur vision, tout en faisant évoluer leur modèle, parce qu'on sait que la machine à laver dans laquelle on va les rentrer pendant ces 6 mois, c'est ça. Ça va être d'à la fois leur permettre de durcir ce qui doit l'être, et à la fois de faire évoluer et de tester ce qui doit être réenvisagé. Alors en fait, Sébastien, le principe du Lean Startup, là on va un peu plus rentrer dans les détails, c'est fini la startup où on passe 1 ou 2 ans à développer dans sa cave son produit et qu'on le lance en faisant une fête, etc. Là, l'idée, c'est de procéder par des boucles de feedback, c'est ça, par itération? Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 2 types de startups. Il y a des startups qui sont quand même drivées par l'innovation technologique, et celles-là, quoi qu'il se passe, doivent forcément passer par des phases d'incubation en laboratoire, de recherche et développement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est la minorité des startups. Aujourd'hui, c'est plutôt des startups de révolution d'usage, des usages innovants, mais pas sur des bases de nouvelles technologies. Donc à partir de là, ça a du sens d'aller parler à des gens, à des clients dehors. Quand on dit aller dehors parler à des clients, c'est aller essayer de chercher ses clients, créer un nouveau marché, c'est ce qu'on appelle le développement client, et en parallèle de ça, faire ce qu'on appelle le développement produit. Et les deux vont s'enrichir. Effectivement, il y a cette notion de feedback, c'est-à-dire que quand on va développer un premier prototype, on va le montrer aux premiers clients qui vont réagir, qui vont nous faire modifier le produit. Et de la même manière, en parlant à des clients, on va de fil en aiguille dessiner le contour du client type, ce qu'on appelle le premier adepte ou le early adopter, qui va être finalement le premier client, le premier utilisateur vraiment fan de son produit. Et l'objectif, c'est ça, c'est de trouver ces 5-6 premiers fans inconditionnels du produit et construire son business model à partir de ça. Alors l'idée justement, c'est pas de partir, comme on dit, sur un produit tout fini, tout beau, vraiment de très haute qualité, c'est commencer avec un prototype, comme vous dites. Alors c'est le PMV, le Product… c'est le MVP. MVP, oui, pardon. On va parler du camping, les startups, vous leur poussez à faire des produits et des prototypes au début pour tester leur marché justement? Oui, on a mis en place même tout un dispositif avec des gens effectivement qui interviennent, qui sont experts, qui vont accompagner tout ça. Mais même au-delà de ça, nous, on a très vite, après l'ouverture du camping, mis en place un service de bêta-test qui permet assez pionniers d'évaluer leurs hypothèses avec un panel d'utilisateurs et toute une méthodo qu'on appelle Cycone Experience, mais qui effectivement sert à accompagner les entrepreneurs dans les phases de lancement très rapide de leurs produits pour pouvoir tout de suite avoir des retours d'usage, sur la pertinence de leur marché, sur la pertinence de leurs produits, sur les différentes itérations à faire pour valider des hypothèses qui sont, on va dire, les hypothèses de ce premier chemin. Alors c'est ça, la validation des hypothèses, c'est une des grandes caractéristiques du Lean Startup, c'est qu'il faut vérifier les hypothèses au début, des choses qui on pense qu'elles sont vraies, mais bon, tant qu'on ne l'a pas testé, on le sait. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, et je suis bien placé pour savoir, dans le sens où j'ai cofondé 2 startups où j'étais vraiment habité par la vision de mon produit et j'étais persuadé que mon produit allait fonctionner. L'idée, c'est de faire un petit temps d'arrêt, de reculer un petit peu, de se dire ok, je pense ça, j'ai cette vision de ce produit, mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur des hypothèses, sur différents éléments du modèle économique. Le client, le produit, le marché, les canaux de distribution. Tous ces aspects-là, on va essayer de les dérisquer. On peut avoir un très bon produit, mais pas de marché, par exemple. Ou alors, le marché existe, mais on est dans l'incapacité d'atteindre le marché, pour des raisons financières ou pour des raisons de canaux qui n'existent pas. Donc à partir de là, on va essayer de construire des prototypes pour dérisquer chacun de ces éléments-là. Et potentiellement faire plusieurs prototypes. Le MVP, c'est vraiment la première version du produit tel qu'il serait commercialisable, ou en tout cas utilisable et créateur de valeur pour le client. Mais avant ça, il y a tous ces petits prototypes, toutes ces petites expériences qui vont consister à dérisquer le modèle économique le plus tôt possible. Alors concrètement, parce que ça c'est très bien quand on le dit, mais
quand on le fait, c'est toujours beaucoup plus difficile. Par exemple, si on veut lancer une startup sur le web et qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas le langage web, comment est-ce qu'on peut faire un prototype, justement, montrer et pas tout développer d'un coup? Bien sûr. Comment c'est possible? Un exemple qui est assez simple à comprendre, c'est par exemple l'application Sunrise, qui est l'application qui a vocation à remplacer l'agenda sur les iPhones. C'est une application iPhone qui a un certain coût de développement associé, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, mais aussi en termes de développement. Sunrise a été développé au départ comme une newsletter. C'est beaucoup moins coûteux, mais la valeur est là. C'est-à-dire que quand je m'abonnais à Sunrise en tant que newsletter, je recevais ma news tous les matins avec tous mes rendez-vous. Et finalement, on retrouve cette expérience, cette valeur dans l'application iPhone, qui est plus simple à utiliser, mais beaucoup plus coûteuse à développer. Voilà. Beaucoup moins qu'une Donc ils ont testé leur marché avec cette newsletter, voir s'il y avait vraiment un besoin, une demande. Et après, ils ont créé leur application partant de cette hypothèse. Et de mon côté, j'ai expérimenté ça sur d'autres projets de start-up, ce principe de dire on va développer des choses qui coûtent beaucoup moins cher, mais qui apportent la même valeur. Et c'est ça qui est important, c'est de prouver qu'il y a de la valeur. Marie? Ouais, non, juste, c'est vrai qu'on a vu très souvent et aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, cette méthode-là, elle commence à être vraiment très intégrée par tous, pas forcément nommée en tant que ligne et autres, mais on a vu sur les dernières années des startups avec on va dire, une valeur propre qui aurait pu être extrêmement forte, création de valeur très forte, et en fait s'engouffrer dans des problématiques et des schémas de R&D qui fait qu'à un moment donné, le concurrent qui va arriver de on ne sait pas où, généralement même pas sur le même territoire, il va venir de n'importe où, entre les États-Unis, l'Afrique, le Japon, et qui lui va aller beaucoup plus vite. Et ça c'est le vrai enjeu d'accélération qui fait que petit à petit on voit bien que les notions de R&D sont en train d'être écartées au profit de méthodologies, parce qu'on a bien compris que c'est une méthodologie aujourd'hui, un truc qui se travaille, qui s'étudie et qui vont permettre à des gens de rentrer très vite, d'être très vite visible et d'être très vite celui qui va préempter un usage et donc un marché. Alors il y a un internaute qui demande, est-ce que finalement le Lean Startup ce n'est pas tout simplement proche des méthodes agiles? Est-ce que la traduction Lean Startup, c'est pas Startup agile? Le Lean Startup, c'est un mouvement qui est issu de trois méthodologies. Le développement client, qui est plus sur les aspects marketing de rencontrer ses clients. Le développement produit agile, sur la base d'itération continue. De développement continu et d'itération successive, et puis l'approche Lean qui vise à réduire le gâchis et à optimiser ses ressources. Donc ça vient de la culture agile. Le Lean Startup, c'est une technique... Ça vient du toyotisme d'ailleurs. Alors, toutes les méthodes agiles viennent finalement du toyotisme. C'est issu de ce principe d'amélioration continue et de retour client. Mais c'est vrai qu'Eric Ries, qui lui était développeur, pratiquait les méthodes agiles de développement produit et s'en est fortement inspiré. Donc oui, ça vient du monde agile. Alors, il y a des postulats de départ qui ont été tout de suite balayés avec le Lean Startup. C'est notamment pas de business plan au début. C'est-à-dire que, d'après ce qu'ils disent, pas besoin de faire un business plan quand on ne connaît pas vraiment son produit. Est-ce qu'au camping, on apprend à faire un business plan quand même, ou comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est un peu... Il y a des hypothèses de marché. On apprend malgré tout, un modèle itératif. Il faut travailler ces hypothèses. Ça veut dire quand même envisager la façon dont ça va répondre en face. Et donc ça se mesure. On ne peut pas écarter, on n'est pas sur des méthodes qui sont exclusivement intuitives, mais bien au contraire, la validation, on va dire, de la réactivité de son marché, elle se fait sur des hypothèses chiffrées. Et donc ça, c'est c'est des paramètres qui sont mis en place. Et ça ne veut pas dire ne pas faire de business model, ça veut dire ne pas fixer au départ son business model. Mais bien sûr, il est envisagé, il est observé. En tout cas, il y a des pistes qui sont observées. Et il y a aussi une autre... distinguer en fait business plan et business model. Un business plan, c'est la feuille Excel avec 5 ou 6 feuilles, avec des projections sur 5 ans. C'est comme ça qu'on faisait des startups il y a 10 ans. C'est ce qu'attendaient les investisseurs et c'est ce qu'ils attendent toujours aujourd'hui pour montrer qu'on a bien fait son travail de réflexion et d'observation du marché. Mais le business model, c'est quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus synthétique et de beaucoup plus malléable. Et puis, je pense que ça a beaucoup évolué aussi depuis quelques années. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, on disait, voilà, ça c'est ta feuille de route. C'est-à-dire ce que tu as écrit là, c'est ce que tu vas réaliser. Et surtout, il faut que tu ailles là, parce que ce que tu m'as vendu, c'est que tu allais aller là. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est aussi des investisseurs qui sont capables d'entendre qu'à un moment donné, il y a des pivots, il y a des choses à réenvisager et qui vont les accompagner dans ce Alors, on va en parler justement du pivot après. Alors, il y a Aurélien qui demande, est-ce qu'il y a des ouvrages de référence pour apprendre le Lean?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, quels sont ceux à acheter Le premier à lire, c'est bien sûr le livre d'Eric Ries, qui est un peu la philosophie et la vision du Lean Startup. Qui s'appelle Lean Startup, qui simplement. s'appelle The Lean Startup, exactement, qui a été traduit en français, mais qui aux éditions Pearson, de mémoire. Voilà. Mais il y a un livre qui est beaucoup plus pratique, qui consiste effectivement à appliquer des méthodologies qui sont clairement écrites. C'est le livre de Ash Maurya, qui s'appelle Running Lean, et qui a été écrit à peu près à la même époque. Et ça, c'est un livre très pratique. Ensuite, il y a eu The Lean Startup Toolkit, qui est un gros pavé, et qui est effectivement, alors là encore de manière beaucoup plus détaillée, comment appliquer le principe du Lean Startup, mais vraiment à une échelle très petite. Étude de marché dans le Lean Startup, on a compris que c'était vraiment pas, fallait pas faire une grosse étude de marché avec un peu pipeau, on va dire. L'idée, c'est vraiment de tester le marché auprès des gens parce que finalement, les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est un peu la phrase de Steve Jobs, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'ils ne l'ont pas sous les yeux. C'est un peu ça le principe. Finalement, le principe d'une étude de marché, c'est étudier un marché qui existe. Si on est dans une start-up, c'est qu'on travaille sur un marché qui n'existe pas. Donc, par définition, on va aller interroger des gens qui sont dans des groupes complètement hétérogènes et qui ne sont pas, à proprement parler, un segment client bien déterminé. La Lean Startup va créer ce segment client. C'est ce qu'on appelle le développement client. On parlait de ça, on va développer un produit. Donc l'étude de marché, ça marche bien sur des marchés existants, matures. Si on fait de l'innovation, par définition, ce n'est pas une étude de marché, ça va être du développement client. Et comment justement on rencontre ces premières personnes? Est-ce que j'imagine au camping ou d'ailleurs à la cantine, j'imagine c'est un peu ça le principe, c'est-à-dire qu'on peut échanger avec les personnes qui sont autour de nous et ça peut être les premiers clients ou les premiers feedbacks peuvent être… C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on encourage vraiment les gens à dire il faut que tu crées une communauté de proximité qui très vite va pouvoir, par rapport, parce que eux ont identifié l'usage que tu envisages comme étant ton marché et qui vont t'accompagner dans le fait d'affiner ton produit. Et effectivement, c'est soit dans un réseau de proximité parce que tu es dans un lieu qui va favoriser ces échanges, soit ça se fait en ligne, soit c'est, on va dire, il y a plein de façons d'agréger autour d'une communauté. Concrètement, comment est-ce que vous avez des exemples peut-être de startups qui ont réussi à tester leur marché? Alors c'est quoi avec les proches, avec les amis, comment est-ce qu'on fait quand on se lance et que… Il y a différentes phases. Vas-y, Il y en a beaucoup, mais la première phase la plus simple et qui est vraiment applicable immédiatement, c'est de partir d'une hypothèse d'un client. On va dire, moi, mon client, c'est par exemple les hommes de 25-35 ans qui travaillent dans le Donc, il faut segmenter un petit peu quand même. Alors, il faut partir sur une hypothèse de toute façon. Il ne faut pas se dire elle est bonne ou elle est mauvaise, mais il faut partir là-dessus et aller chercher ces gens-là. Alors, idéalement, on va essayer de trouver des gens qui sont accessibles. Ça ne sert à rien de dire je vais viser les milliardaires qui habitent en Californie, parce qu'il faudra se déplacer. Donc, il faut aller trouver des gens qui sont atteignables, expérimentés au travers d'enquêtes, ce qu'on appelle des interviews problèmes, des interviews solutions. Et on va partir là-dessus. Et sur ce retour-là, on va se dire, est-ce que c'est bien ce segment ou est-ce que c'est un autre segment? Mais l'idée, c'est vraiment d'aller parler avec des gens qui sont à proximité et très rapidement de demander à ces gens de nous recommander d'autres personnes. Et ainsi, comme ça, on arrive très très vite à des niveaux N+2, N+3 de son réseau qu'on ne pensait pas atteindre simplement via une étude de marché. Alors, il y a la phase ultime du Lean Startup, de cette boucle en fait, c'est le pivot, on en parlait tout à l'heure avec Marie. Pivoter ou persister, c'est un peu la question. Donc ça veut dire que, si on peut expliquer le pivot, c'est… s'il faut cliver, pivoter ou persister. Mais vas-y, on en parlait tout à l'heure. Je pense que tu peux. Le pivot, c'est vraiment changer un élément du modèle économique qui est basé entre 8 et 10 éléments, ce modèle économique. Donc c'est changer un de ces éléments. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Sur la base de résultats, effectivement. Sur la base d'une expérimentation, on va se rendre compte que quelque chose ne convient pas ou ne correspond pas à ce qu'on imaginait. Donc on va garder tous les éléments qui semblent à peu près stables et changer un autre élément, ce qui va permettre de tester cet élément-là en particulier. La différence d'un pivot, ça va être changer complètement d'idée. Si on change complètement d'idée, on change trop de paramètres à la fois, du coup on ne sait pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. D'accord. Donc c'est plus un modèle par itération, c'est ça, où on change petit à petit, pas après pas. Et sur la base de résultats concrets. Sur un business model, tu as plusieurs paramètres. Donc, tu ne peux pas changer tous tes paramètres en même temps, ce qui va te permettre d'évaluer on va dire si tu es juste ou si tu n'es pas juste, c'est effectivement de les changer les uns après les autres. Et sinon, tout changer, c'est juste une autre boîte. C'est recommencer à zéro à chaque fois. Exactement. Donc on ne progresse pas. Alors un internaute nous demande, le Lean Startup, c'est pas juste une façon de dire bidouillage? Non. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on dit tous les deux, je crois. C'est de dire, c'est au contraire. C'est vraiment une méthode. C'est vraiment une méthode.
c'est chiffré, c'est qualifier et c'est rendre plus qu'une intuition, c'est lui apporter la méthode et le cadre qui va permettre de valider ou d'invalider une intuition. Donc c'est au contraire rendre scientifique une démarche qui est plus une démarche intuitive au départ. Alors comment peut-on justifier de changer son business model, son produit sur la base de retour de 5 ou 6 personnes? Alors il y a une question de Mathieu qui est également, jusqu'à combien de personnes interrogées une hypothèse peut-elle être validée? On va prendre les deux questions à la fois. Alors il y a deux façons d'approcher les choses. Soit on va vouloir tester une hypothèse et on va se limiter à une dizaine de personnes. Si sur les 10 personnes, c'est 10 non catégoriques, c'est vraisemblablement qu'on n'est pas sur le bon terrain. Si on commence à avoir 10, 20, 30% de oui, ça veut dire qu'il faut continuer et aller potentiellement jusqu'à 50, 60 personnes. Et ça, c'est du qualitatif. C'est-à-dire qu'on va parler aux gens, on va les interviewer, on va passer du temps avec elles, on va comprendre leurs problèmes. Et une fois qu'on a un chiffre assez intéressant, 50, 60, 70% de réponses positives, là, on va passer à une approche quantitative, passer sur des formulaires en ligne, des enquêtes sur les réseaux sociaux, de l'achat, de mots-clés et les faire tester sur des prototypes pour avoir 500, 1000, 3000 personnes qui vont interagir avec son produit. D'accord, donc c'est vraiment il y a une montée en charge progressive. Tout à fait. Ce que l'entrepreneur peut faire seul, c'est cette étape de 50 à 60 interviews, mais après, effectivement, il faut muscler son équipe. Tim nous demande, on connaît les success stories américaines en Lean Startup, mais en France, il y a qui? Alors, est-ce que vous connaissez des startups françaises qui ont réussi grâce à cette méthodologie ou qui l'ont appliquée du moins partiellement? Qui sont en train de réussir, parce que c'est ça aussi, c'est le track-back, mais je pense qu'aujourd'hui, dans nos environnements au sens large, en tout cas avec la grande multiplicité d'accélérateurs qui existent désormais, cette méthode-là, elle est juste appliquée partout, avec probablement des variantes. Mais on peut être certain d'une chose, c'est que il est validé que cette méthode est un moyen de ne pas se planter. En tout cas, pas forcément de ne pas se planter, mais en tout cas, comment tu disais de réussir, de maximiser les potentiels d'échecs pour trouver la bonne pépite parmi toutes ces tentatives. En fait, on ne peut pas dire que le Lean Startup garantit un succès. Il garantit simplement de tester plus vite et de plus en plus rapidement un maximum d'hypothèses dans des contraintes données. Donc si la startup qu'on s'apprête à créer allait être un échec, on le saura plus vite avec une startup. Et la rapidité est aujourd'hui un enjeu clé de la compétitivité internationale. Si tu veux prendre un marché international très vite et être le premier, il faut aller très vite. C'est le temps. Un internaute répond à Tim, justement, il dit My Little Paris, en l'occurrence, qui vient d'être vendu au féminin. C'est vrai que c'est une belle réussite qui est partie d'une newsletter. Et est-ce qu'on peut appeler ça, je ne sais pas si vous connaissez le Lean Startup n'est pas une méthode différente. C'est une méthode pour accélérer un processus de création d'innovation naturelle. Donc, dire qu'une startup a réussi avec la méthode Lean Startup, c'est assez difficile. Parce que toutes les startups qui ont réussi, par définition, ont évolué dans un marché innovant en essayant, en se trompant et en recommençant. Dire qu'elles ont réussi avec le Lean Startup, ça serait juste dire qu'elles ont prouvé qu'elles se sont plantées beaucoup plus jusqu'à trouver. Alors on s'en vante pas trop en général. Je pense qu'il y a plein de startups actuelles, même françaises, je pense à Decrypteo et autres qui au départ s'étaient lancées sur un produit, un usage, un marché, et qui en fait ont réellement créé de la valeur et ont totalement explosé sur un marché qui en fait est généralement pas totalement à côté mais connexe. Est-ce que le problème finalement, peut-être en France, je ne sais pas si c'est culturel, c'est l'échec, la culture de l'échec, c'est-à-dire qu'on n'ose pas, surtout quand on lance sa start-up, s'avouer à soi-même et aux autres que finalement c'est pas bon ce qu'on fait ou c'est pas, Pardon ? Ça change tout ça. Oui, c'est en train de changer. C'est en train de changer pour vous. Vous voyez dans les nouveaux entrepreneurs que vous recevez des gens qui sont plus peut-être humbles vis-à-vis de ça ? Mais c'est pas une question d'humilité. Je pense que c'est pour le coup l'enjeu est pas personnel, il est culturel. C'est la façon dont dans tous les environnements, ce qui est perçu comme un échec, de réussir à transformer, c'est exactement ce qu'on disait, le fait de se
planter, ou le fait de ne pas être au bon endroit et de transformer, de capitaliser sur ce qu'on a appris de ses erreurs pour pouvoir recommencer et ensuite être plus juste, plus fort et plus pertinent. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles, de manière très large, et c'est vraiment en train de se diffuser, on est en train de comprendre que ne pas exécuter parfaitement un geste, ça ne veut pas dire qu'on n'y parviendra pas, mais qu'au contraire, ce qu'il faut essentiellement, c'est savoir capitaliser sur ce qui n'est pas et sur ses erreurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos internautes sur cette thématique qu'est le Lean Startup. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur cette méthode et qu'elle va vous permettre de gagner du temps dans vos aventures entrepreneuriales. On va passer maintenant à Money Time, la rubrique parrainée par Smart Angels. Et aujourd'hui, c'est Alexis qui va venir nous parler de Goodbye Paper. Alexis Vivant de Grotus, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Goodbye Paper, qui, comme son nom l'indique, est une maison d'édition qui en finit avec le papier, c'est ça, plus de papier du tout, entièrement numérique. Racontez-nous, qu'est-ce qu'est Goodbye Paper précisément? Alors, Goodbye Paper est effectivement un éditeur numérique, mais dans une catégorie un peu particulière, on fait des livres numériques pour enfants, sur tablette et sur smartphone. Et par livre numérique, on entend des livres numériques enrichis de ce que peuvent apporter tous ces nouveaux outils, enrichis de musique, de narrateurs. Jean-Pierre Mariel avait accepté d'être le narrateur de notre première collection, avec différentes langues, on peut passer de l'anglais au français, à l'allemand, avec des interactions, des jeux. Voilà ce qu'on entend nous par livre numérique enrichi. D'accord, donc c'est vraiment plus une nouvelle expérience que le papier. Et justement, vous avez ciblé les enfants, c'est ça? La cible, c'est quoi? C'est 5-12 ans Alors, selon les livres, on a une collection entre 3 et 6 ans, une autre entre 6 et 10 ans. Voilà, on reprend un petit peu la répartition des lecteurs qu'il y a traditionnellement dans le papier et qu'on retrouve de toute façon également dans le numérique. Et pourquoi justement sur cette cible? C'est qu'il y a peut-être plus de choses les livres sont plus enrichis, il y a plus de matière à donner aux enfants, c'est ça? Alors, plusieurs raisons. D'abord, c'est là qu'on a estimé que la valeur ajoutée de l'enrichissement pouvait être le plus intéressant. Dans les livres pour enfants, il y a de toute façon l'image, qu'on perd généralement dans les romans pour adultes. Donc, dès lors qu'il y a de l'image, on peut exploiter cette image encore plus loin en l'animant et en y mettant de l'interactivité. Et deuxième raison, vous l'avez peut-être vu autour de vous, mais les enfants sont fascinés intuitivement, de manière extraordinaire. Enfin, moi, mon petit garçon de 3 ans, je le vois tous les jours. Il fait des pieds et des mains pour avoir la tablette que je lui prête de temps en temps. Voilà, donc les enfants sont fascinés par ces nouveaux outils, par l'action du doigt et la réaction qu'il y a sur l'écran. Donc, il existait peu à l'époque, donc il y a 2 ans, ça remonte à il y a 2 ans quand on a créé la société, il existait peu d'applications destinées à ces enfants-là. Quand on a croisé un petit peu la fascination qu'avaient ces enfants d'une part et le fait qu'il n'y ait pas tellement d'applications pour eux, d'où l'idée de créer des livres numériques pour eux. Et donc le business model, c'est vous mettez en vente vos livres sur les applications, le App Store notamment, c'est ça? Alors, le business model est assez simple. Effectivement, on est éditeur numérique, donc on vend nos livres numériques sur App Store essentiellement, qui est encore le principal marché, sur Google Play secondairement, et prochainement sur Kindle Store et Microsoft Store. Le prix, c'est moins de 5 €, c'est ça généralement un livre? Pareil, ça dépend des titres, mais nos titres à nous, du fait de l'enrichissement qu'on met assez riche dans nos titres, sont situés entre 3,59 € et 4,49 €. D'accord. Vous avez une petite question, Marie? Le coût de production? C'est la question que j'allais poser. C'est vrai. C'est une question. Le coût de production, il peut être très élevé. Quand on fait un livre unitaire, du développement iOS, d'une application, quelqu'un qui veut faire une application pour iOS, on est de l'ordre de 40 000 € quand on veut faire quelque chose d'assez élaboré. Si on est sur un livre unitaire enrichi, ce serait l'ordre de prix qu'on aurait. Maintenant, comme on a mis en place des outils de fabrication, qui sont autant d'éléments qu'on réutilise sur les prochains titres, on ne repart pas de zéro à chaque fois. Du coup, ça réduit le temps de développement et du coup les coûts. Et puis comme on a l'expérience de ces 2 ans de fabrication, on sait ne pas trop perdre de temps et aller directement fabriquer les choses de manière
presque industriel. Qu'est-ce Et on que- en est du coup à 10 000 € environ le livre. D'accord. Dans la chaîne de production, est-ce que vous faites par exemple le scénario du livre? Est-ce que vous faites le graphisme? Est-ce que vous faites juste les animations? Enfin, quelle est votre valeur ajoutée dans toute la chaîne? Alors nous, à ce jour, on a 12 titres Ouais. au catalogue, ce qui fait de nous d'ailleurs une des principales sociétés du secteur. Mhm. Et sur ces 12 livres, chaque collection a eu des origines différentes. Une première collection venait d'un livre papier. Donc c'est avec un éditeur qu'on a signé Mhm. et on a adapté et enrichi D'accord. un livre papier préexistant. Une autre collection l'a adapté d'un film. Un film d'ailleurs qui est en salle, il y a une suite qui est en salle depuis la semaine dernière, qui est L'apprenti Père Noël et le flocon magique, qui est un film de Gaumont. D'accord. Et on a adapté cette œuvre-là et d'autres, c'est également adapté d'une série télé. Donc la série télé plus le film, on en a fait des livres numériques. Et un dernier titre qui est adapté d'un spectacle pour enfants. Donc il y avait déjà un univers visuel qu'on a D'accord. repris et enrichi pour faire ces livres. Donc voilà, on n'est pas parti de zéro, on avait des éléments, mais qu'il a fallu retravailler et étoffer pour faire ces livres finaux. Si on parle de l'avenir désormais, alors vous êtes combien dans la société actuellement là, une dizaine, c'est ça? Un petit peu moins d'une dizaine, moins. non, on est 3 permanents. Ouais. Et on arrive à la dizaine effectivement quand on associe les personnes externes, que sont l'animateur, le musicien, le scénariste. D'accord. Et quelles sont vos pistes de développement justement? Quelles sont les ambitions que vous avez sur ces prochaines années? Alors les ambitions qu'on a, c'est on parlait de vitesse tout à l'heure, et effectivement la vitesse est clé. On veut maintenir la position qu'on a actuellement dans le marché des livres numériques enfants sur 3 axes. D'abord poursuivre de publier des titres de manière régulière et fidéliser nos lecteurs. Également améliorer l'expérience de lecture à travers des nouvelles formes d'interactivité, de nouvelles expériences, fort de ce que peut apporter d'ailleurs régulièrement Apple ou d'autres constructeurs sur certains outils qu'il peut y avoir dans les appareils. Et également élargir nos capacités commerciales à plus nous faire connaître, puisque dans ce secteur-là, c'est beaucoup la mise en avant qui compte. Il y a beaucoup de concurrence. Marie, une question. Mais votre marché est exclusivement français pour l'instant, les ouvrages sont exclusivement francophones. Est-ce que ça fait partie des pistes envisagées? Alors, nos ouvrages sont français, mais avec des langues étrangères, comme je le disais tout à l'heure. Mais en revanche, oui, on a beau avoir des ouvrages en différentes langues, c'est pas parce qu'on a un livre en allemand qu'on va facilement le vendre en Allemagne. Tout simplement parce qu'on n'a pas accès au marché allemand, même si Apple le vend directement, mais on n'a pas de visibilité en Allemagne. Personne ne nous connaît, on ne fait pas de la pub en Allemagne, on ne connaît pas nos lecteurs allemands. Et pour filer l'exemple, en Allemagne, il se vend quasiment aucun titre. Il faudrait, pour le coup, élargir nos capacités commerciales à avoir une personne dédiée sur ce marché-là et faire régulièrement des mises en avant dessus. Tim nous pose la question, combien de livres vendez-vous en moyenne Est-ce que vous avez des chiffres déjà notables? En matière de chiffres, je sais pas, ça change beaucoup selon les titres. Là, le titre de Noël qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les numéros 1 des ventes livres, donc on en est très content. On a vu ça ce matin. On espère que ça va durer jusqu'à Noël comme ça. Un titre comme Noël, on peut imaginer qu'il se vend beaucoup à Noël et beaucoup moins le reste de l'année. Donc, il faudrait faire un lissage. Autre effet qui se passe, c'est un livre qui est publié, se vend bien les 3 premiers mois, et puis ensuite, quand il a atteint un public qu'on pouvait cibler, il continue de se vendre, mais nettement, il y a également un autre lissage de cette forme-là. Et il y a également des pics de vente qui se font quand on a une visibilité, peut-être comme celle que vous nous offrez aujourd'hui, mais d'autres qu'on a pu avoir avec un article dans Le Monde, dans TF1 ou une promotion commerciale qui fait qu'on a des pics régulièrement. Environ un chiffre global qu'on peut vous donner depuis le début, Goodbye Paper, il y a eu 70 000 téléchargements qui ont été faits sur nos livres. Donc on a environ 70 000 lecteurs, mais sachant que certains ont pu en acheter plusieurs, donc on est plutôt à la moitié de lecteurs. Une dernière question, vous êtes en train de faire une levée de fonds un peu originale, puisque c'est par le biais d'une plateforme de crowdfunding, Smart Angels en l'occurrence, donc vous recherchez 400 000 €, c'est ça, sur cette campagne? Exactement, donc tout récemment on a rejoint cette plateforme de Smart Angels pour lever 400 000 € qui serviront à réaliser un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, à publier, à améliorer notre expérience de lecture et à améliorer également nos capacités commerciales.
Très bien. Des questions peut-être J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer concrètement dans la création d'entreprise suite peut-être à des premiers tests? C'est-à-dire votre premier livre, votre première expérience numérique, vous l'avez réalisé directement sur une application iPad ou vous l'avez prototypé d'une manière ou d'une autre? Alors, c'est là que j'écoutais attentivement tout votre discours sur le Lean Startup. Nous, on l'a fait sans le savoir. Donc, pour ce qui nous concerne, en fait, on s'est lancé directement à publier des livres. Donc, c'est un coût quand même qu'on a dû assumer au départ, à fabriquer directement et à voir si ça prenait ou pas. Antérieurement à ça, on avait juste constaté que la tablette venait de sortir, que c'était pas moi, parce qu'à l'époque, mon garçon ne lisait pas encore, mais un de nos associés avait des enfants plus âgés et cherchait des contenus qu'il ne trouvait pas. Donc c'est ce besoin-là qui lui a fait tilt et qui a dit « Bon, je vais le faire moi-même ». Du coup, des livres ont été fabriqués, vendus, et ça a bien pris. Et c'est parce que ça a bien pris qu'on a étoffé la société, recruté et poursuivi le développement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Alexis d'avoir présenté Goodbye Paper. Donc je rappelle à la recherche de 400 000 € sur Smart Angels. Merci Marie, merci Sébastien d'avoir participé également à cette émission qui sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur le site de la PCE et sur celui de La Tribune. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 12h30 pour une nouvelle émission Startup. Très bonne journée.